Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à notre organisé donc ici. Nous sommes déjà à notre 6e saison et si ces conférences ont tant de succès, c'est aussi grâce à nos partenaires. Alors permettez-moi de les citer rapidement ce soir. Il y a bien sûr la TELUC qui nous accueille ici et qui nous fournit une bonne part de toute l'infrastructure technique. Nous avons aussi le Canal Savoir qui est là ce soir, qui nous filme et qui va nous diffuser. Et récemment, le ministère de la Culture et des Communications aussi nous a appuyés, alors on est très contents, merci beaucoup. Puis aussi, c'est aussi grâce au public qui est ici ce soir d'être là et tous les gens qui nous regardent sur Internet. Alors merci beaucoup d'être là. La Toile des communicateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un organisme sans but lucratif et nous regroupons différentes personnes passionnées du monde des communications et ce à travers toute la francophonie. Le meilleur moyen, si vous voulez en savoir davantage sur la Toile des communicateurs, c'est encore d'aller voir notre site internet. L'adresse est derrière moi, toile.coop. Vous aurez le calendrier de toutes nos activités et toutes les informations sur cet organisme-là. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à notre bottin, le bottin des communicateurs. L'inscription est entièrement gratuite et c'est donc un bottin qui regroupe les coordonnées de plusieurs centaines de professionnels des communications à travers pas mal de pays d'ailleurs. Quelques petits points de logistique avant de commencer. La conférence ce soir durera environ 50 minutes et sera suivie d'une période de questions. Et nous ferons tirer un petit prix de présence à la fin. Vous avez aussi eu entre les mains un questionnaire d'évaluation, Prenez le temps d'y répondre. On est toujours très friands de vos commentaires. Les personnes qui nous regardent en ligne sur Internet, vous aussi, vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire en ligne à la fin de la présentation. Pour les gens qui sont dans la salle, le questionnaire comporte un petit champ si vous voulez inscrire votre adresse de courriel. Faites-le et ça nous fera plaisir ensuite de vous tenir au courant des activités de la Toile des communicateurs. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet qui m'est cher parce que c'est aussi mon métier, c'est celui des communications internes. Et plus particulièrement, comment est-ce qu'une grande entreprise peut utiliser la communication interne pour lui permettre d'aller de l'avant et d'être dans ses affaires. Alors nous avons la chance ce soir d'avoir deux expertes en la matière. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Annick Lambert, qui est directrice des communications aux employés et de la gestion du changement chez Pratt & Whitney depuis 2006. Annick Lambert possède un MBA pour cadre en exercice et aussi diplômée des affaires et ainsi est aussi diplômée en commerce international à l'École supérieure de commerce de Poitiers en France. Et elle est venue accompagnée ce soir de sa collègue Félinie Després. Félinie a étudié à l'UQAM aussi avant et a fait un MBA au HEC de Montréal. Elle a travaillé pour plusieurs entreprises de la région de Montréal, particulièrement dans le domaine de l'aérospatial. Et depuis 2004, elle aussi fait partie de l'équipe des communications à Pratt & Whitney, communication aux employés et de la gestion du changement. Alors, s'il vous plaît, accueillez avec moi Annick Lambert et Félinie Després. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Annick Lambert. Peut-être avant de commencer, j'aimerais remercier Dominique Huet qui nous avait cordialement invités à cette conférence. Monsieur Denis, j'ai oublié son nom de famille, mais Denis aussi, s'il vous plaît. Gilbert, merci beaucoup pour tout le support de dernière semaine. Je voudrais surtout remercier tous les participants. Je vous avouerai qu'hier, quand on a appris qu'il y avait 330 personnes, ça nous a mis un petit stress positif, là, mais on s'attendait pas à un aussi bon taux de réponse. On voit ça vraiment comme une participation dans les deux sens. Oui, on va faire le premier 50 minutes, mais est-ce qu'on s'attend et où est-ce qu'on espère pouvoir avoir de l'information de vous après, c'est pour la période de questions. Alors, j'espère que vous vous sentirez à l'aise de nous poser toutes les questions que vous voudrez après. Pour la présentation, avant qu'on débute, il y aurait 4 choses que j'aimerais vous dire en partant, puis j'aimerais ça que vous gardiez ces mots-là en tête tout le long de la présentation. D'abord, gestion de changement, Dominique en a parlé un petit peu. C'est quelque chose qui va revenir un peu partout dans la présentation. Tout ce qui est communication dans les deux sens, c'est des mots-clés chez nous. Mesure, mesure et mesure. Ça aussi, vous allez entendre ça souvent. Ça fait partie de la culture de Pratt & Whitney Canada et donc du groupe communication aux employés. Et le dernier qui est très cher pour nous, c'est partenaire stratégique. Un groupe de communication aux employés doit, selon nous, être un partenaire stratégique. Alors, c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais passer la parole à Félinie qui va vous présenter l'agenda qu'on vous propose et ensuite vous parler brièvement de qui on est comme entreprise. Alors, bienvenue à tous.
On vous propose aujourd'hui l'agenda suivant. En première partie, ce qu'on va faire, c'est un survol de l'entreprise, donc un peu notre structure organisationnelle. Ensuite, on va vous présenter le groupe communication chez Pratt, les différents secteurs d'expertise qui composent le groupe communication pour que vous puissiez situer où se trouvent les communications internes à l'intérieur de tout ça. On va aussi vous montrer notre organigramme de com interne, nos publics cibles internes, les moyens de communication qu'on utilise. Et puis, en deuxième partie, on va entrer un peu plus dans les détails du quotidien de notre équipe. Donc, on veut vous présenter deux projets assez récents pour lesquels vous avez peut-être entendu parler dans les nouvelles ces derniers temps. Et on veut vous montrer aussi comment on pense avoir eu un rôle stratégique dans ces deux projets-là. Alors, survol de l'entreprise, Pratt & Whitney Canada fait partie de Pratt & Whitney aux États-Unis, qui est une division de UTC, United Technologies, comme plusieurs autres que vous voyez à l'écran. Parmi ces divisions-là, peut-être vous allez reconnaître Otis, qui est un des plus grands fabricants au monde d'ascenseurs et d'escaliers roulants. Donc, on fait tous partie de la même famille, UTC, une entreprise qui est cotée à la bourse de New York. Il y a plus de 200 000 employés à travers le monde qui en font partie. Elle est dirigée par le Québécois Louis Chenevert, qui a été nommé au poste de président et chef de la direction de UTC l'année dernière. D'ailleurs, notre ancien président, Alain Bellemare, est désormais à la tête de Hamilton Sundstrand. Donc, on peut dire que le Québec est très bien représenté dans la grande famille UTC. Plus près de chez nous, Pratt Canada, un important employeur. On a plus de 7000 employés au Canada. Notre siège social est à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. La plus grande proportion de nos employés se trouve au Québec, à peu près 5500. Dont la moitié est syndiquée principalement dans nos usines québécoises. Le reste de nos employés au Canada se trouve en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Alberta. À l'international, 3000 employés, donc pour un grand total de 10 000 employés partout dans le monde. On a plusieurs sites à travers le monde où on effectue le service, donc tout ce qui est entretien et réparation de moteurs. Et puis, on a aussi des sites de production, pièces de moteur, entre autres en Pologne et en Chine. Alors, nous sommes dotés de plusieurs centres de services dans le monde parce que notre base de clients, elle aussi, elle est mondiale. Vous le voyez ici, on a plus de 44 000 moteurs qui sont en service présentement pour près de 10 000 exploitants dans 195 pays. Donc, ce qui fait que la présence mondiale de Pratt & Whitney Canada, c'est définitivement un facteur clé de succès dans notre modèle d'affaires. Quand un moteur a besoin d'être réparé pour le client, ce qui est important, c'est que ça se fasse près de chez lui, naturellement au plus bas coût possible et selon les standards de sécurité et de qualité les plus élevés pour qu'éventuellement son avion puisse ou son hélicoptère puisse repartir, être remis en service et être opérationnel. On a 6 secteurs d'affaires clés. L'aviation d'affaires, aviation générale, l'aviation régionale, un marché d'hélicoptères également côté militaire, et puis tout ce qui est après-vente, comme je viens de l'expliquer, pour l'entretien et la réparation de moteurs. D'ailleurs, on a 2 de nos clients aujourd'hui qui sont ici, Bombardier Aéronautique et Bell. Alors, on vous souhaite la bienvenue et merci d'être venus nous voir. Alors, je passe maintenant la parole à Annick pour nous présenter la structure organisationnelle de Pratt & Whitney Canada. On a pensé vous la présenter parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui travaille en grande entreprise, d'abord, et ensuite, maintenant que vous connaissez un peu mieux le secteur d'activité, vous allez comprendre un peu mieux qui sont nos clients à l'interne. D'abord, à gauche, vous allez retrouver ce qu'on appelle les groupes support à l'entreprise. Au centre, vous allez voir, en haut, c'est tout ce qui est centre décisionnel. Alors, Pratt & Whitney US, UTC. Le bureau du président, c'est le bureau du président de Pratt & Whitney Canada. En bas, au centre, en bas de la ligne noire, vous voyez environnement, santé, sécurité, qualité, marketing. C'est ceux qu'on appelle nos piliers, en fait, nos valeurs de l'entreprise. Marketing, c'est un peu différent de ce qu'on retrouve ailleurs dans les autres entreprises. C'est vraiment les relations directes avec nos clients. Les gens qui composent l'équipe marketing, c'est principalement des ingénieurs. Et à droite, c'est vraiment les activités principales de l'entreprise. C'est là où on retrouve la majorité de nos employés. L'exploitation, c'est tout ce qui est fabrication de moteurs,
Service client, Félinie en a parlé, c'est tout. À partir du moment où le moteur est rendu chez un client, c'est tout le support qu'on offre à nos clients. Et l'ingénierie, c'est le développement des moteurs. Au niveau de nos clients internes, ici en gris, vous avez ceux qu'on supporte, mais à la demande. Donc, ces clients-là viennent nous voir dans le groupe communication interne et pour des projets spéciaux, on va les supporter. En bleu, c'est ceux qu'on supporte de façon quotidienne. Ressources humaines, c'est pour surtout faire la promotion de tous les programmes de ressources humaines. Et les 3 autres groupes, je vous en ai parlé. Et c'est là qu'on retrouve la majorité de nos employés. Puis un peu plus tard, on va vous expliquer c'est quoi le profil des employés pour chacun de ces groupes-là. Donc, je vais vous présenter maintenant le groupe communication. À l'intérieur du groupe communication, il y a 4 sous-groupes. Il y a le groupe affaires corporatives, communication marketing, communication visuelle et naturellement notre groupe. Notre groupe est composé, en fait, notre secteur d'expertise, on parle beaucoup de gestion de changement. Depuis 3 ans, c'est quelque chose qu'on a développé à l'intérieur de l'équipe. Quand on parle de gestion de changement, c'est vraiment la communication des changements. Alors, ce qui a changé au cours des 3 dernières années, c'est que dès le début d'une réflexion d'un changement dans l'entreprise, que ce soit changement structurel, organisationnel ou même le transfert d'une ligne de production de site, par exemple au Québec, vers un autre site ou ailleurs dans le monde, c'est des choses que le groupe communication, maintenant, on est là dès le début. Avant, je vous dirais qu'on avait tendance à être appelé quand les gens étaient prêts à communiquer, puis là, il y avait plein de choses à attacher. Alors, on a l'avantage maintenant, puis c'est ce qui a fait qu'on a pu devenir un partenaire stratégique avec la haute direction et avec tous les gestionnaires. L'autre chose qui est un de nos chevals de bataille et sur lequel on met beaucoup d'énergie parce qu'on y croit beaucoup, c'est la gestion du processus de communication dans les 2 sens. On considère que c'est un des outils qu'on privilégie pour être capable de mobiliser nos employés. Tout ce qui est, puis c'est aussi demandé beaucoup par nos employés en même temps, tout ce qui est le développement des outils de communication offerts aux employés, c'est aussi nous autres qui s'occupent de ça, les événements internes, rédaction, traduction et francisation. Pour faire tout ça, voici notre organigramme. Alors, on relève directement de la vice-présidence communication. Et on a une ligne indirecte avec la vice-présidence de ressources humaines. Ça, c'est quand même assez nouveau pour nous et ça fait vraiment une grosse différence depuis qu'on a ça. Je dirais que c'est là aussi qu'on a commencé. On travaille avant, sans dire qu'on travaillait en silo, je dirais que maintenant, depuis qu'on a cette ligne indirecte-là, ça nous a vraiment permis de développer un partenariat avec les gens de ressources humaines. Et à l'intérieur même de l'équipe, il y a 2 secteurs d'expertise, 2 grands secteurs d'expertise. Tout ce qui est planification stratégique et conseil d'un côté, alors on a 5 conseillers. Et de l'autre côté, on a la coordination, donc le développement de nos outils de communication et la coordination d'événements internes. On a aussi un traducteur à l'interne de l'anglais au français. Ce qui représente donc 10 personnes pour supporter environ 10 000 employés à travers le monde. Alors, la fameuse question à savoir, est-ce que les communications à tous ces employés est une utopie ou une nécessité? Je dirais que c'est plusieurs fois par jour ou par semaine, on va dire que c'est une utopie. C'est un défi constant pour nous d'essayer de rejoindre nos employés. On se sent un peu comme ce personnage. Toutefois, vous conviendrez avec moi que c'est vraiment nécessaire. Et oui, c'est une nécessité de rejoindre tous nos employés. C'est un peu notre mandat, en fait, de travailler à trouver des solutions créatives pour être capable le plus possible de rejoindre tous nos employés. Et on travaille très fort pour pouvoir le faire de façon zen, de faire le plus possible de façon zen et de ressembler un jour à ce personnage. Parce que ce qu'on a décidé de faire pour que vous compreniez mieux notre réalité, on a pris les 4 groupes clients principaux que vous avez vus en bleu tout à l'heure et on va vous expliquer un peu les publics cibles de chacun. Vous allez voir la complexité. Pourquoi on fait ça? Je pense que vous allez peut-être vous retrouver aussi dans certains de ces publics cibles-là, ou en tout cas dans vos réalités d'entreprise vont peut-être ressembler un peu à ça. Alors, je vais passer la parole à Félinie qui va pouvoir vous présenter deux de ces clients-là internes qu'elle connaît très bien. Et ensuite, je vous reviendrai avec 2 autres. Alors, quand j'ai été embauchée à l'époque chez Pratt, j'ai été assignée aux clients ressources humaines, donc pour m'occuper de tout ce qui était communication des programmes RH. Ça peut être les avantages sociaux, le sondage du personnel qu'on fait chaque année pour mesurer l'engagement du personnel, tout ce qui est programme de reconnaissance à l'échelle de l'entreprise. Donc, bref, ces communications-là sont considérées comme très importantes.
Souvent, ce sont des programmes qui permettent un peu de confirmer la culture de l'entreprise, le branding interne, les valeurs, l'engagement du personnel. Donc, c'est définitivement des programmes et des communications qui sont clés. Principalement, on s'occupe des programmes nord-américains. Et puis, souvent, les autres pays vont adapter le message commun en fonction de leur réalité localement et en fonction de leur culture et de leurs programmes spécifiques. Le langage des communications ressources humaines se doit d'être simple, concis. On s'adresse à une masse d'employés, donc des gens de plusieurs niveaux, autant des gens syndiqués, des gens salariés, donc plus le côté bureau. Donc, en gros, c'est ça pour les ressources humaines. Ensuite, mes fonctions ont un peu changé. J'ai été appelée à travailler pour le client exploitation. Exploitation, ça veut dire les usines finalement, tout ce qui est le côté production. C'est un groupe qui a sa propre personnalité. Souvent, c'est un groupe qui est beaucoup plus difficile à rejoindre parce qu'il s'étend sur plusieurs provinces au Canada, aussi en Chine et en Pologne. Et puis, c'est aussi difficile de les rejoindre parce que c'est pas tout le monde qui a accès aux outils de communication électronique. Exemple, l'intranet, le courriel. Donc, il faut vraiment penser out of the box pour rejoindre ces gens-là qui n'ont pas accès à un ordinateur. Ce que les gens de production nous disent, ils aiment les communications qui sont rapides et à l'essentiel. Donc, pas des choses trop détaillées. On réfléchissait à ce qui motive les gens et qui les engage à l'exploitation. Puis, je pense qu'on a trouvé, c'est beaucoup de reconnaissance et beaucoup de tout ce qui est accès à la haute direction. C'est un grand groupe, plusieurs milliers d'employés, donc d'avoir un accès à la haute direction, c'est une chose qui fait sa marque chez ces gens-là. Et puis, il y a un commentaire qui revient à chaque année dans notre sondage du personnel. À l'époque où Louis Chenevert, aujourd'hui président de UTC, à l'époque où il était membre de la haute direction chez Pratt & Whitney Canada, les gens se rappellent encore du temps où il rentrait le matin dans l'usine à 5-6 heures, allait faire sa tournée dans chacun des secteurs, serrait les mains, se rappelait des noms des gens, des employés, s'enquérait à savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, leur revenait aussi, prenait action. Donc ça, depuis plusieurs années, ça revient à chaque fois. Les gens de l'époque, c'est vraiment quelque chose qui les a marqués. Donc c'est ce qui fait la différence chez nos gens de plancher. Côté international, je l'ai dit un peu plus tôt, ça pose défi pas seulement pour des questions de traduction, mais aussi ou de distance, mais ça pose aussi des défis pour des raisons d'adaptation à la culture locale. Et nous-mêmes, on le vit souvent avec les communications qu'on reçoit de UTC, par exemple. Il y a un exemple de ça, il y a quelques mois, UTC a décidé de produire des vidéos trimestrielles où le président Louis Chenevert fait une revue un survol des affaires de chacune des divisions de UTC. Et puis, ce vidéo-là est poussé à tous les employés. Et bien sûr, il est offert dans toutes fois quand ils ont vu la vidéo de Louis Chenevert, le Québécois avec une voix doublée en français parisien. Donc, ça fait assez spécial. Puis, on trouvait que c'est un bel exemple de mondialisation dans un contexte de communication interne. Maintenant, Annick va vous présenter deux autres clients différents, l'ingénierie et le service client. Alors, l'ingénierie, c'est complètement un autre groupe. Les publics sites sont totalement différents. Ce que les ingénieurs demandent, c'est d'abord des communications très détaillées, pointues. Ce qui les engage, c'est surtout le partage des meilleures pratiques, avoir des défis intellectuels, être sollicité intellectuellement. Donc, ça, c'est des choses qu'on vit avec eux. On en a au Canada, en Russie, en Pologne. L'autre chose aussi, ils ont un niveau d'éducation très élevé. Alors, ça aussi, au niveau des communications, il faut adapter le langage. Et le défi pour nous, quand on travaille avec eux, c'est de comprendre ce qu'ils nous disent. Je ne vous cacherai pas que quand on travaille avec des gens techniques comme ça, qui vont beaucoup dans le détail, ça devient difficile pour nous, de comprendre ce qu'ils nous disent, mais aussi de décider, bon, mais qu'est-ce qui est pertinent si jamais on veut communiquer à tous les employés ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Alors, c'est quand même intéressant, là, c'est très stimulant de travailler avec eux, mais c'est complètement un autre genre de communication. Et pour terminer, service client, qui est, à mon avis, le groupe qui a la plus grande complexité au niveau des communications. Parce que, vous avez vu, on en a un petit peu partout à travers le monde. On n'a pas
une grosse masse d'employés à un endroit. C'est des petits bureaux par-ci par-là, entre 5 et 300 employés. C'est naturellement des cultures différentes partout. Il y a des fuseaux horaires différents partout. Il y a des fêtes différentes partout. Ça nous est arrivé de faire une communication à tous les employés pour se rendre compte que tout le monde en Asie est en congé. On n'avait pas vérifié ça. Alors ça fait maintenant partie de nos meilleures pratiques. L'autre chose qu'on a aussi, c'est que les lois du travail sont différentes dans tous les pays. Alors, quand on arrive pour communiquer des choses qui sont spécifiques aux employés, il faut faire attention avec les lois du travail. Donc, il faut adapter les messages selon les pays. L'autre chose aussi qu'on a avec ce groupe-là, c'est que dans certains établissements que vous avez vus, on a des employés à nous, la majorité, mais on a aussi c'est des partenaires d'affaires. Donc, ce ne sont pas directement nos employés, c'est une business qui représente Pratt Canada. Alors, quand on va faire une communication à tous nos employés d'une réorganisation, par exemple, on doit adapter le message pour eux, on n'a pas besoin d'aller autant dans le détail. Et l'autre complexité, c'est que c'est souvent des gens qui voyagent énormément, qui ont peu accès à nos outils de communication. Peut-être pour vous faire un résumé, la première année que je suis arrivée en poste, on a eu droit comme équipe à travailler sur la carte de Noël, qui était, selon moi, un super projet, le fun, trippant. On se disait, bon, OK, on va... Puis ce qu'on s'était donné comme mandat, c'est vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé pour tous nos employés. Alors, on commence à travailler là-dessus. Et là, on se rend compte que d'avoir accès au nom de tous nos employés, c'est un gros défi parce que les systèmes informatiques ne se parlent pas tout le temps. Fait que ça commence comme ça. Ensuite de ça, on se rend compte que d'envoyer la carte personnalisée dans 15-20 pays différents, c'était toute une logistique. Ensuite, on se rend compte en parlant avec nos différents contacts un peu partout à travers le monde que les couleurs ne veulent pas dire la même chose dans tous les pays. Alors là, on s'est rendu compte, OK, il va falloir qu'on change nos couleurs de notre carte de Noël. Et pour terminer, mais ça, je vous apprendrai rien, quand on est arrivé pour présenter notre concept à certains contacts dans tous nos pays, les gens de l'Australie et de l'Afrique du Sud riaient de voir notre sapin, notre neige et notre petit reine au nez rouge. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de ce jour, on a décidé de faire une carte de vœux de fin d'année, tout simplement, venant de la haute direction. Et maintenant, c'est rendu, à la fin de l'année, une carte de vœux de fin d'année de la haute direction. Fait que je pense que ça vous donne un bon exemple de ce qu'on apprend tous les jours et comment on essaie de s'améliorer au fur et à mesure. Vous voyez donc que c'est un défi, la mondialisation, c'est un défi pour un groupe de communication interne. Oui, on a encore à s'améliorer et un des commentaires qu'on entend encore parfois de nos employés, c'est qu'on est très Longueuil, Québec, Canada, centric, là, je vais dire en anglais, mais centré encore nos communications. Donc, on essaie vraiment de faire un effort pour démontrer qu'on a une empreinte mondiale. Alors, je vais laisser Félinie vous présenter tous les moyens de communication qu'on a développés justement pour être capable de soutenir tous ces publics cibles-là qu'on a. Alors, on les a séparés en trois. Sur cette diapositive-là, on a les outils électroniques, les outils papier, puis on va voir aussi les moyens de communication dans les deux sens qu'on a mis en place. Côté électronique, les nouvelles du matin, en fait, c'est tout simplement la page d'accueil intranet. Là-dessus, on publie régulièrement les nouvelles d'affaires, les événements à venir. Ça peut être des articles de reconnaissance d'employés, des avis de nomination, donc un peu tout ce qui concerne le quotidien de l'entreprise. Le deuxième courrier électronique, quand le moment précis où la nouvelle doit être communiquée importe beaucoup, on le pousse par courriel à nos employés. Et puis, troisièmement, le réseau de télévision interne, on a ça à peu près dans tous nos sites d'Amérique du Nord. Et puis, là-dessus, en bref, on reprend les nouvelles qui sont publiées dans l'intranet, on les raccourcit un peu pour les besoins de l'écran. Et puis, à l'origine, ça a été un moyen qui a été mis en place principalement pour rejoindre les gens d'usines qui n'ont pas nécessairement, encore une fois, accès à l'intranet ou au courrier électronique facilement. Outils papier, on n'en a qu'un. D'ailleurs, on a amené des copies ici pour ceux qui seront intéressés à la fin. On n'en a qu'un parce que ça fait partie aussi de nos initiatives vertes, puis c'est quelque chose qui nous est aussi demandé par les employés de minimiser le plus possible la quantité de papier qui leur est distribué. Donc, on se limite à un officiellement dans la compagnie. Alors, pour nous, le magazine Puissance Plus, c'est un peu la mémoire de l'entreprise. Oui, on répertorie là-dedans tout ce qui est les nouvelles d'affaires, mais on veut aussi amener beaucoup le côté humain là-dedans. Donc, on fait beaucoup de profils d'employés, beaucoup d'articles de reconnaissance. On va souligner aussi l'implication communautaire de nos gens, par exemple. Donc, c'est l'élément qu'on essaie de
d'apporter dans le magazine. Au niveau de la communication dans les deux sens, on a trois éléments principaux. On a les présentations mensuelles pour la gestion. Donc, chaque mois, on veut un peu faciliter la tâche de nos gestionnaire en leur préparant déjà une présentation PowerPoint qui fait le survol des affaires au cours du mois précédent, les événements à venir, etc. Alors, le gestionnaire, habituellement, il va présenter cette présentation-là dans le cadre d'une rencontre d'équipe au cours du mois à ses employés. Puis, il va aussi essayer d'inciter la communication dans les deux sens via cet outil-là. On a les forums de la direction. La haute direction rencontre tous les gestionnaires, en fait, pour pas seulement faire une revue des affaires, des finances, etc., mais aussi pour parler de la vision de l'entreprise à moyen, long terme, aussi pour échanger avec les gestionnaires. Ensuite, on fournit toujours cette présentation-là qui est faite au forum de la direction aux gestionnaires pour qu'à leur tour, ils partagent l'information avec leurs employés. Les rencontres saut niveau qu'on appelle, ce qu'on demande à l'équipe de la haute direction, c'est que idéalement, une fois par mois, et je dis idéalement parce que ce sont tous des gens très occupés, donc c'est souvent difficile. Alors idéalement, on veut qu'ils rencontrent pas nécessairement les gens qui se rapportent à eux, mais un niveau en dessous. Donc, habituellement, c'est un format très simple, une vingtaine d'employés à la fois sont invités, 5-10 minutes, le vice-président va présenter un peu, faire un survol des affaires, puis ensuite, tout le reste de la période est consacré aux questions puis aux échanges avec les employés invités. Donc, c'est un des outils qui est d'ailleurs très apprécié par les employés. C'est sûr qu'on peut rejoindre moins de monde à la fois, mais ça a définitivement un impact. Aux yeux des employés, les sources principales d'information, à chaque 2 ans, on mesure nos outils de communication interne, donc satisfaction, notoriété, efficacité, portée. Encore une fois, ça fait partie de notre culture de mesure chez Pratt. Puis aussi, ça nous permet de prendre les meilleures décisions, à savoir pourquoi on adopte un outil ou on continue un outil plutôt qu'un autre. Ça nous permet aussi de justifier, dans une période de réduction des coûts, pourquoi on décide d'arrêter un outil aux yeux de la haute direction. Souvent, les gens s'attachent à un outil, donc d'avoir les données, ça nous aide à vendre ces idées-là. Ce qui est populaire chez nous, notre top 6, vous le voyez ici, on retrouve beaucoup de... dans les principaux, on retrouve beaucoup d'outils électroniques. En gris, on a mis en gris ce qu'on trouvait qu'on a moins de contrôle. Donc, les réunions d'équipe, le bouche-à-oreille, naturellement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais la présentation PowerPoint qu'on fait mensuellement pour les gestionnaires, nous, c'est notre façon d'aller chercher le côté réunion d'équipe. Donc, s'assurer que cet outil-là est utilisé, étant donné que c'est une source principale d'information, on veut maximiser l'utilisation de l'outil. Fait à noter, vous voyez ici le réseau de télévision interne ne fait pas partie de la liste. Donc, de notre côté, on a une réflexion à faire, là, à savoir si on va continuer d'investir dans un outil qui n'est pas considéré comme une source principale d'information par nos employés. Alors, maintenant, vous avez vu la structure du groupe communication, nos publics cibles internes, les moyens de communication qu'on utilise. Maintenant, Annick va nous parler de comment on a développé l'équipe au cours des dernières années pour aujourd'hui être considéré comme un partenaire stratégique. Donc, je pense que l'image ici présente bien comment on était avant. En fait, avant, on était un groupe, puis avant, je parle de 5 ans, je dirais. Alors, on était un groupe plus tactique, je dirais, où on faisait principalement le développement d'outils de communication. Ce qui faisait en sorte que les différentes unités, nos différents clients actuellement, faisaient leur propre communication avec les meilleures pratiques qu'ils connaissaient, mais chacun faisait ses petites choses, puis naturellement, il y avait beaucoup de bouche à oreille et de oui-dire à l'intérieur de l'entreprise. En 2004, après avoir regardé les résultats du sondage qu'on fait à chaque année, le sondage du personnel, l'équipe de communication, s'est rendu compte qu'une des catégories du sondage est la communication de la direction. C'était une des catégories qui avait le plus bas résultat. Alors, c'est là que la direction des communications a pris la décision de se dire, OK, on va engager un conseiller qui va se dédier à des gros groupes pour essayer d'influencer justement la gestion de ces groupes-là
au niveau de tout ce qui est communication dans les deux sens pour améliorer la communication de la direction et aussi amener tranquillement pas vite l'aspect gestion de changement pour faire en sorte que quand il y a des changements, que ce soit des changements concertés à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ça a commencé comme ça. Et depuis 3 ans, comme je vous expliquais, on a amené beaucoup l'esprit de gestion de changement. Maintenant, on fait vraiment partie intégrante des différentes décisions qui sont prises à l'intérieur de tous les groupes. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment comme le après, on est devenu un pivot central. Alors, ce qui est intéressant maintenant avec les différents conseillers qu'on a dans toutes les organisations, c'est que quand il y a une décision de communication qui est prise, mais nos conseillers sont capables de se parler ensemble et de faire les meilleures recommandations aux équipes de gestion. Parce que pour éviter justement que, par exemple, à l'exploitation, il y ait une décision de communication qui se fasse une semaine, puis qu'en même temps, un autre groupe le fasse, puis que finalement, les employés se ramassent avec plein d'informations, puis comment on gère ça. Alors, c'est vraiment intéressant ce que ça a créé. On est vraiment devenu un pivot central. Et ce que je pourrais ajouter, en fait, quand on a fait la présentation, on s'est rendu compte que ce qu'on a fait tout simplement, c'est vraiment de prendre les meilleures pratiques au niveau des communications externes et de les appliquer à l'interne. Au niveau des communications externes, en tout cas, quand j'étais en agence, on se posait beaucoup de questions. C'est qui nos publics cibles? Quels sont les messages clés pour chacun? Mais en fait, c'est exactement ça qu'on fait à l'interne maintenant. Et en plus, on amène toute l'expertise de gestion de changement, de faciliter, de poser des questions pour être sûr que tous les publics cibles ont été considérés quand il y a eu une implantation de changement. Ça a amené beaucoup de valeur à l'équipe. Et naturellement, ça a permis aussi de faire évoluer le rôle des conseillers, qui sont maintenant plus un rôle d'influence, qui travaillent étroitement avec la haute direction, tout en travaillant aussi avec les employés, ce qui nous a permis d'évoluer comme un partenaire stratégique. Puis hier, quand j'étais bien nerveuse et que je disais dans quoi je me suis embarquée, je suis allée voir un des vice-présidents que j'aime beaucoup chez Pratt, qui est excellent au niveau des présentations. Je lui ai demandé, bon, mais on est qui pour toi? Puis quand je lui parlais du message clé partenaire stratégique, ce qu'il m'a dit de vous dire, c'est qu'une des choses qui est très importante pour un membre de la haute direction aussi, un partenaire stratégique, oui, on peut le devenir en travaillant, mais une des choses, c'est d'avoir un leadership et d'avoir surtout des gens qui sont capables d'avoir je vais vous dire le mot en anglais, là, mais un mindset business tout en étant à l'écoute puis avoir de l'empathie pour les employés. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est ce qu'il m'a dit, mais je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue de la haute direction qui m'exprimait en fait c'était quoi les attentes et faire en sorte que l'équipe continue à devenir un partenaire stratégique. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième étape ou la deuxième partie de la présentation qui sont nos exemples. Alors, on va commencer d'abord avec une vidéo, puis Félini vous expliquera ensuite cet exemple-là. Le gouvernement du Québec annonce une aide financière, un appui financier à Pratt & Whitney pour son développement au Québec. C'est 3 projets d'envergure que nous allons appuyer. Les 2 premiers projets consistent à l'assemblage à Mirabel de 2 moteurs de nouvelle génération, soit le PW1524G, un moteur qui est destiné à la série C de Bombardier. Le deuxième projet, c'est également l'assemblage d'un moteur, le PW810C. C'est un moteur de jet d'affaires pour la compagnie Cessna. Le troisième projet consiste en des investissements en capital dans les établissements de Pratt & Whitney au Québec et au Canada. C'est un investissement, les 3 projets ensemble, c'est des investissements de plus de 575 millions de dollars qui vont permettre la création de 565 emplois directs au Québec, des emplois à très, très grande valeur ajoutée dans l'économie du Québec. C'est ça le résultat de ces événements. Aujourd'hui, nous annonçons la création d'un centre aéronautique de Pratt & Whitney Canada à Mirabel. Ce nouveau bâtiment durable sera construit selon les normes LEED, incluant un mur capteur d'énergie solaire, un système de récupération de chaleur, un toit vert, un système d'éclairage à haut rendement énergétique et une meilleure utilisation, en fait une utilisation optimale de la lumière naturelle. Alors, en conclusion, je tiens à remercier nos employés pour leur engagement à continuer à fabriquer des produits et offrir des services de qualité supérieure
à plus de 9000 clients à travers le monde, quelque chose dont on peut être fier. Je vous invite maintenant à regarder cette vidéo qui va illustrer les activités qui se dérouleront ici à Mirabel. Alors, on trouvait que c'était un bel exemple de notre thème d'aujourd'hui, les communications internes comme moteur d'avancement, autant pour notre entreprise que pour les employés. Et pour nous, comme groupe communication interne, quand on a une annonce comme celle-là à communiquer à l'interne, en fait, on garde deux objectifs en tête. Le premier, on veut d'abord éduquer nos gens, donc fournir tous les détails à nos employés par rapport à l'annonce. Et deuxièmement, on veut aussi mobiliser, donc profiter d'une bonne nouvelle comme ça pour engager nos gens dans un projet d'avenir et bien sûr promouvoir le tout au maximum. Donc, pour vous présenter un peu comment on a traité l'événement d'un point de vue comme interne, on a pensé disséquer l'événement en trois parties, donc un peu l'avant-annonce, le pendant et l'après. Alors, au niveau de l'avant, tout ce qui est outils de communication interne, bien sûr, on avait à préparer les articles d'un point de vue tactique versus stratégique. Quand je dis tactique, bon, tous les outils que j'ai présentés plus tôt, magazine, présentation mensuelle, l'intranet, le courriel, c'est tous des éléments qu'on allait utiliser dans notre grand déploiement de communication interne. On a aussi produit un dépliant pour l'occasion. On a fait la vidéo que vous venez de voir. On a développé ça pour l'événement également. Point de vue stratégique, ce qu'on se devait de faire, c'est vraiment réfléchir aux impacts de cette nouvelle-là. Donc, au contenu des communications, aux messages clés, aux questions-réponses qu'on allait préparer pour tous nos sites, puis pour préparer aussi la documentation qu'on allait fournir à nos gestionnaires pour qu'ils soient en mesure de répondre aux questions que les employés allaient avoir par rapport à cette annonce-là. La particularité dans ce cas-ci, on savait que pour nos employés du Québec, ça allait être perçu comme une très bonne nouvelle. On parle de création d'emplois au Québec, 2 nouveaux programmes moteurs qui arrivent au Québec. Puis d'un autre côté, pour nos autres sites canadiens, on se disait que ça allait peut-être créer un peu d'insécurité parce que c'est aussi du travail qui aurait pu être fait là-bas. Donc, il fallait garder ça en tête en préparant nos messages clés puis nos documents de questions-réponses. Alignement avec les communications externes, bien sûr, on veut toujours s'assurer d'avoir une seule voix d'entreprise. Donc, au fur et à mesure que les communications externes changeaient, ça avait un impact sur les communications internes et vice-versa. Quand on faisait des changements dans nos communications internes, il fallait en informer les communications externes. Au niveau du processus, on a développé beaucoup de travail standard au cours des dernières années. C'est notre jargon interne, le travail standard. Donc, on parle de plan d'action standard, des aides-mémoires. Donc, quand on gère un événement ou une annonce,
On repart toujours un peu du dernier travail qui a été fait. On l'aligne avec les nouvelles dates, les nouvelles actions, les nouveaux responsables. Donc, on part pas de rien à chaque fois. Bien sûr, on tient compte des étapes d'approbation, de traduction, de révision, de production. Une annonce comme celle-là, il y a énormément de gens impliqués. Donc, jusqu'à la dernière minute, les choses changent. Il faut s'assurer d'aligner le tout et de le refléter dans toutes les langues dans lesquelles on va communiquer, que la révision se fasse et que la production se fasse dans les délais aussi. On a une date butoir à respecter, donc on n'a pas le choix. Organisation d'événements logistiques. En guise de reconnaissance, à la conférence de presse, on a décidé d'inviter des employés pour y participer. Donc, on a géré cet aspect-là aussi. On a aussi décidé de poursuivre la célébration pour les employés qui restaient sur place à Longueuil, disons. Donc, on a préparé aussi un événement interne pour le lendemain de la conférence pour continuer à parler de la nouvelle, présenter la vidéo au plus grand nombre de gens possible, puis la haute direction expliquait donc les détails de l'annonce et répondait aux questions des gens. Le pendant, d'un point de vue interne, la synchronisation des communications, c'est toujours quelque chose qui est très important. Si on peut pas l'annoncer avant que les médias ou que le communiqué de presse sort, on veut au moins que ça se fasse en simultané. Donc, c'est un peu ce qui s'est produit dans ce cas-là. Quand le communiqué de presse a été diffusé à l'externe, en simultané, nous, on a envoyé toute la documentation nécessaire aux gestionnaires, donc les messages clés, les questions-réponses. On leur a donné quelques minutes, pas beaucoup de temps, pour en prendre connaissance parce qu'on savait que l'information arriverait vite à nos employés, là, aussitôt que le communiqué de presse est sorti. Donc, peu de temps après, on a déployé tout notre attirail de communication interne pour annoncer la nouvelle à nos employés. Côté après, événement interne, j'en ai parlé, on a fait une célébration le lendemain de l'annonce. Et puis, l'élément mesure également, très fort, comme on l'a dit tout au long de la présentation. On fait toujours un bilan avec les acteurs impliqués dans le processus de développement des communications internes. Donc, on ajuste nos processus en fonction de ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, on aligne notre travail standard avec ça. La flèche jaune, le côté confidentialité. Évidemment, des annonces comme ça demeurent confidentielles jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est toujours une mince ligne pour nous avec laquelle travailler. À quel point je peux commencer à parler à quelqu'un pour qu'il m'aide à faire mes questions-réponses. J'ai pas la science infuse seule dans mon bureau. Donc, il faut vraiment faire attention, mais en même temps, ça demeure un défi. Puis, souvent, ça se fait beaucoup dans les derniers instants avant la nouvelle. C'est là qu'on va rassembler toute l'information dont on a besoin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, l'annonce a été faite le 27 octobre 2008. Et 2 jours plus tôt, malheureusement, la presse a repris notre nouvelle, pas a repris parce qu'on ne l'avait pas encore diffusée, mais a dévoilé en exclusivité notre nouvelle. Donc, c'est sûr que pour nous, c'était un peu décevant avec toute l'énergie et les efforts qu'on mettait dans la préparation de cette annonce-là. Et puis, c'est certain que nos employés aiment jamais apprendre les choses qui concernent leur entreprise dans les médias, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais bon, quand il y a autant de parties impliquées, pas juste à l'interne, mais à l'externe aussi, ça fait partie des risques du métier. Donc, c'était l'exemple d'une bonne nouvelle. Maintenant, on va vous présenter un autre exemple, une moins bonne nouvelle, et puis peut-être voir comment on peut faire le tout en gardant nos employés mobilisés. Annick? Alors, je vais vous laisser regarder. Je pense que vous en avez vu beaucoup de toute façon dans les médias au cours des derniers mois. On a pensé vous le présenter étant donné que c'était un sujet d'actualité. Par où commencer en fait? Donc, je vous dirais que, bon, d'abord, je ne vous cacherai pas qu'en début d'année, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était quelque chose qui était vraiment difficile et pour nous et pour l'équipe de direction. Et là, je parle de l'équipe de direction à tous les niveaux parce que l'année 2008 avait été une année record chez Pratt & Whitney Canada. On avait eu beaucoup de bonnes nouvelles et ensuite, vous avez vu la nouvelle du mois d'octobre déjà, là, qui était une excellente nouvelle. Alors, d'arriver avec ça en début d'année, ça nous a tout, puis c'est sûr qu'il y a tout l'aspect émotif à gérer là-dedans, qu'on le veuille ou non.
Donc, on a décidé de vous présenter un peu tout comme l'exemple de Fellini. Alors, avant, les premières étapes qu'on a faites, c'est d'abord de s'asseoir avec la haute direction pour déterminer quels outils on allait utiliser parce que c'était quand même quelque chose qui était particulier. On savait qu'il fallait faire les affaires de façon extrêmement sensible. En tout cas, on voulait garder le côté sensibilité parce que c'est pas une bonne nouvelle à annoncer à ses employés. Donc, avec la haute direction, il a été entendu qu'on allait faire un mot du président qui serait envoyé à tous les employés à travers le monde. Naturellement, le message devait être assez haut niveau parce que, comme vous savez, les lois du travail un peu partout dans le monde ne sont pas les mêmes et on voulait aussi, en même temps, démontrer à tous les employés à travers le monde qu'au Canada, on avait d'autres actions de réduction de coûts. Les mises à pied, oui, il fallait les faire, mais on mettait aussi en place des actions de réduction de coûts pour être capable justement de travailler sur le futur de l'entreprise. Alors, ce qui a été décidé, c'est d'envoyer une lettre aussi du vice-président ressources humaines à tous les employés du Canada avec des questions-réponses pour expliquer quelles étaient les actions de réduction de coûts qu'on allait faire. En même temps, on travaillait, malgré le fait qu'il avait été pris comme décision de ne pas faire quelque chose, de rester très low profile au niveau de l'externe, on avait décidé de travailler avec les gens de communication externe, tout à coup qu'il y aurait des questions des médias, donc s'assurer que les réponses étaient les mêmes à l'interne et à l'externe. Et comme j'expliquais les messages clés, bon, c'était assez haut niveau pour la lettre du président et pour ce qui était du Canada, on avait des messages un petit peu différents. Ensuite de ça, on a travaillé le processus, le travail standard. On a utilisé des outils de ce qui avait été fait déjà dans les années passées parce que l'industrie aérospatiale, c'est une industrie qui est très cyclique. Alors, à peu près aux 10 ans, c'est un genre de situation qui arrive. On avait donc des outils qu'on pouvait se baser sur le passé. On a travaillé avec différents niveaux d'approbation de Pratt US et UTC. Il faut garder en tête que pour UTC, on était la première division qui annonçait des mises à pied. Nous, ça s'est fait début février. Eux annonçaient fin janvier les résultats de l'année 2008. Alors, toute la question de timing était vraiment très importante dans ce cas-ci. Alors, il fallait s'assurer de travailler avec les gens de relations aux investisseurs de UTC pour être capable de bien aligner nos messages clés avec ce que Louis Schoenberg allait dire à la rencontre avec les analystes. Pendant, eh bien, naturellement, cette journée-là, c'était une journée qui était pas jojo, je dirais. La première étape qu'on faisait était d'abord d'envoyer à nos gestionnaires la lettre du président avec les Q&A et la lettre du vice-président ressources humaines et les Q&A pour les gestionnaires du Canada. Ça, c'était la première étape. On faisait ça très tôt le matin parce que pas longtemps après, on envoyait à tous les employés la lettre du président. Et on savait que, on ne serait pas capable de toucher tous les employés à travers le monde à cause des 12 heures de décalage et même plus dans certains pays. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le faire le plus tôt le matin pour essayer de rejoindre le plus de monde possible et certains employés allaient apprendre la nouvelle le lendemain compte tenu de la situation. Suite à ça, on a naturellement après, on s'est rassis avec les gens qui étaient impliqués dans le dossier. On a fait le bilan de la situation, on a fait les ajustements dans les processus pour que dans l'avenir, on soit capable de se réajuster s'il y a lieu. Et je vous dirais que ce qu'on avait un peu réfléchi avant l'annonce, mais qu'on se rend compte qu'il prend beaucoup de place depuis l'annonce parce qu'on a fait l'annonce et les mises à pied se sont pas faites tout de suite. Là, il y a comme une période de battement entre les deux où les différentes équipes regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils vont se restructurer. Alors, depuis l'annonce, on est vraiment très sollicité au niveau des communications internes. Le mandat qu'on a comme équipe, c'est vraiment d'être très proche de ce qui se passe du plancher, tout en étant très proche de la haute direction pour faire en sorte que la haute direction soit plus souvent sur le plancher, qu'il y ait de plus en plus de rencontres sur haut niveau pour enlever les insécurités, garder les employés mobilisés le plus possible malgré la période d'insécurité qu'on vit. Naturellement, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'être capable, c'est un peu de la réaction, mais dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à un endroit, on essaie de développer un outil qui va venir faire en sorte qu'on va gérer cette insécurité-là qui se vit. Une des choses qu'on a faites d'ailleurs, pas longtemps après l'annonce, on s'est rendu compte que les employés, il y en avait beaucoup qui ne comprenaient pas comment ça se fait que tout à coup, qu'est-ce qui s'était passé dans le marché parce qu'on avait eu une bonne année en 2008. Alors, ce qu'on a fait, c'est dans la présentation PowerPoint que Fellini parlait, qu'on fait à tous les mois, on a vraiment développé pour les gestionnaires quelques diapositives, en fait une dizaine de diapositives qui faisaient le contexte d'affaires, qui expliquaient tout ce qui s'était passé chez nos clients, donc les mises à pied qu'eux avaient faites, la baisse de production qu'eux avaient faite, puis on expliquait vraiment
pour pouvoir démontrer que, bon, mais dans les 6-8 dernières semaines, en fait, à partir de la fin de l'année, ce qui s'est passé sur l'économie mondiale a eu un impact direct sur nos clients qui font de l'aviation d'affaires. C'est un peu ce qu'on demandait à nos gestionnaires de partager à leurs employés. Ça a permis de calmer, je dirais, les insécurités parce que là, les employés se disaient « Ah, OK, wow, on n'avait pas vu ça. » Donc, ça a été un bon outil pour nous. En tout cas, c'est ce qu'on sent en ce moment. Et naturellement, tout au long de ça, avant l'annonce, j'ai oublié de le mentionner, mais l'aspect confidentialité, encore une fois, était très, très important, compte tenu que c'était quelque chose qui était, humainement parlant, c'était quelque chose, c'était très important pour nous que nos employés soient capables d'apprendre la nouvelle par notre président. Alors ça, c'était... Et voilà donc, on va maintenant, on est déjà rendu à la fin, ça passe vite finalement. Conclusion et période de questions. Alors, en conclusion, ce qu'on a eu envie de faire avec vous, c'est que à tous les 2 ans, une autre mesure qu'on fait, on fait un exercice d'analyse comparative avec des entreprises en Amérique du Nord. Donc, le groupe communication vise certaines entreprises. Cette année, on l'a fait avec 6 entreprises en Amérique du Nord, puis on a décidé de vous partager les conclusions qu'on a tirées pour le groupe communication interne. On a rencontré 6 entreprises, des entreprises entre 500 et 80 000 employés. Il y avait quand même de différents genres d'entreprises, puis de tout secteur manufacturier ou autre, il y avait vraiment tous les secteurs. Une chose qu'on s'est rendu compte, et pour ceux qui travaillent en communication interne, ça va peut-être vous rassurer, le défi qui est commun pour tous les groupes de communication interne, c'est la communication dans les 2 sens et le fait de rejoindre tous ces employés. On espérait beaucoup, nous, trouver la solution miracle à quelque part pour nous aider à aller encore plus loin, mais non, il n'y en a pas. En fait, il y a plein de bonnes idées partout. Je pense que c'est justement d'essayer d'adapter les bonnes idées que d'autres peuvent faire pour s'améliorer. L'autre chose qu'on s'est rendu compte, pour nos outils de communication interne, on s'est rendu compte que chez nous, on avait un excellent contenu. Par contre, on pouvait encore s'améliorer au niveau de tout ce qui était contenant et surtout pour les outils électroniques. En fait, pour une entreprise de haute technologie, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore pousser plus loin. On n'a pas chez nous des blogs, des chats, on n'est pas encore rendu là. Mettre des gros vidéos sur l'intranet, des choses comme ça, c'est pas des choses que nos structures informatiques permettent. Alors, c'est des choses qui, je vous cacherai pas qu'en période de réduction de coûts, il va falloir qu'on fasse des choix et qu'on établisse quelles vont être nos priorités au cours des prochaines années, mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Mesure. On l'a entendu chez les 6 entreprises avec qui on a fait le benchmarking. C'est quelque chose qui est demandé, je pense que c'est compte tenu aussi de ce qui se passe sur l'économie mondiale, mais c'est demandé par toutes les entreprises, par la haute direction. Donc, les groupes communication doivent être capables de justifier, de démontrer leur valeur ajoutée, de démontrer le chemin qu'ils permettent à l'entreprise de faire. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait beaucoup. Ça fait déjà partie de la culture de Pratt. Donc, ça nous permet de bâtir notre argumentation quand on va en tout cas, quand on va vendre une idée à la haute direction. Alors, tout ce qui est sondage sur les outils de communication interne, nous, on utilise au niveau de l'intranet le Google Analytics, mesurer le nombre de clics sur quels articles que les employés aiment le plus, combien de temps ils passent dessus. Ça, c'est des choses qu'on va analyser beaucoup. Les sondages de satisfaction. Après chacun de nos événements, on envoie à tous les participants un sondage de satisfaction pour voir comment on peut faire pour mieux s'améliorer. Et on va le faire aussi pour nos articles qu'il y a sur l'intranet, demander l'appréciation des gens, les exercices d'analyse comparative, sondage personnel. Alors, c'est beaucoup de données avec lesquelles on est capable de travailler pour bâtir justement une argumentation. Une chose qu'on s'est rendu compte aussi, puis je pense que ça, c'est pertinent pour tout le monde, d'avoir un important réseau de communicateurs. Je pense qu'à partir du moment où on travaille dans un siège social, que vous ayez des sites au Québec ou ailleurs dans le monde, c'est important d'avoir des contacts un peu partout dans les établissements pour être capable de valider des choses comme notre super carte de Noël, que finalement, une chance qu'on avait ce réseau-là parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses en travaillant avec ces gens-là, que ce soit réviser des documents pour après la traduction. Ce qu'on s'est aperçu, par exemple, on pourrait, nous, aller plus loin encore. Alors ça, c'est des choses qu'on va travailler au cours des prochaines années pour devenir encore meilleur sur cet élément-là. Et en dernier point, on en a parlé à quelques reprises, tout ce qui est gestion de changement. On s'est rendu compte que c'était vraiment un atout pour une entreprise, en tout cas pour un groupe de communication dans une entreprise. Ça a une valeur ajoutée qui est reconnue par la haute direction et qui fait une différence comme partenaire stratégique et qui fait une différence aussi comme au niveau de la mobilisation des employés. Alors ça, c'est un atout et c'est quelque chose qu'on a vu à certains endroits.
C'est déjà la période des questions. Je vous dirais qu'en conclusion, peut-être que je pourrais juste dire communication interne comme moteur d'avancement. En fait, on avait un petit jeu de mots avec ça. Oui, comme moteur d'avancement d'une entreprise, les communications internes, c'est essentiel et on espère que ça fait une différence chez Pratt, mais aussi comme moteur d'avancement, comme professionnel de communication et aussi comme équipe. Alors, pour nous, la façon dont on travaille, les outils qu'on développe, c'est vraiment pour être capable d'évoluer aussi comme professionnel et aussi d'évoluer comme équipe. Alors, le moteur d'avancement, c'est pour l'entreprise, c'est pour nous et c'est pour l'équipe. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on va se donner un petit peu de temps pour des questions. On va essayer de prendre une petite demi-heure, ça va dépendre de vous. Je vais vous demander d'être assez discipliné pour les questions. Vous me faites signe, je vous passerai le micro, d'attendre d'avoir le micro avant de poser votre question et peut-être de se limiter avec une question rapidement. On a déjà une question dans la salle et puis des questions sur Internet aussi, vous savez comment vous les poser. Denis fera le lien. On va commencer ici. Merci. Alors, merci pour la conférence. Alors, j'ai une question. En octobre, on annonce 575 nouveaux emplois et en janvier, 1000 emplois. Donc, est-ce qu'on déduit ou comment ça se passe par rapport à cette annonce-là? Parce qu'actuellement, on entend ça pour Chrysler, on entend ça pour GM, ils ont des subventions et tout, mais ils coupent quand même des emplois. Comment ça se gère et comment ça s'annonce par rapport à l'annonce initiale du nombre d'emplois versus l'emploi perdu? En fait, l'annonce qu'on a fait en octobre, la création d'emplois se fait pas tout de suite. Parce que la façon dont ça fonctionne, à partir du moment où on gagne un programme moteur, ça prend 2 à 3 ans à développer le moteur avant d'aller en production. Alors, puis ce qui a été annoncé à Mirabel, c'est pour faire le test des moteurs aussi. Donc, l'assemblage et le test des moteurs. Donc, c'est pas pour tout de suite. La création d'emploi n'était pas pour le 1er novembre, par exemple. Alors oui, en date d'aujourd'hui, on est en période de réduction, mais écoute, ça ne change rien pour le projet de Mirabel. Allez-y, oui, une question. Bonjour, merci pour l'excellente présentation. J'ai 2 questions pour vous. Suite au coulage de la nouvelle dans la presse, est-ce que c'est là que vous avez décidé de ne pas émettre de communiqué de presse lors justement de l'annonce des mises à pied qui a eu lieu quelques mois plus tard? Et une sous-question, comment avez-vous réagi à l'interne? Est-ce que vous avez décidé justement de raffermir un peu l'étanchéité de vos processus de préparation de communication comme ça? Et une autre question, si vous permettez, vos rencontres intra-groupe entre la direction et les employés, si je comprends bien, comment se déroule-t-elle justement suite à une annonce négative? Est-ce que vous les maintenez quand même et est-ce que vous vous préparez davantage ou est-ce que vous préparez davantage vos exécutifs pour ces rencontres-là? Merci. Okay. La première, OK. Pour la première question, à savoir, est-ce que le fait que la première annonce est sortie avant qu'on le sorte, est-ce que ça a eu une influence sur l'aspect du communiqué de presse ou de sortir externe? Non. Pourquoi on n'est pas sorti à l'externe? C'est parce que c'était une mauvaise nouvelle pour nos employés et on voulait s'assurer que nos employés la prenaient par nous autres. Alors, c'est pourquoi on a fait, puis ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à partir du moment où tous nos employés l'ont su, 30 minutes plus tard, c'était dans les médias. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième question était l'étanchéité. Non, on savait pas, on n'a pas pris, je dirais que ce qu'on avait vécu avant, on l'a pas pris personnel comme équipe parce qu'il y avait énormément de gens à l'interne et à l'externe qui étaient au courant. Donc, surtout quand on arrivait vers la date d'annonce, on savait que il y avait des risques que ça sorte. C'est dommage, mais bon, fait qu'on n'a pas travaillé, on s'est pas dit comme équipe, oh là, faut vraiment faire attention. Ça a été une réalité, puis on a appris à vivre avec. Pour ce qui est de la préparation des exécutifs, je peux commencer. Et Félinie verra si elle veut en ajouter parce qu'elle travaille principalement avec des exécutifs. Je dirais que spontanément, nos exécutifs ou nos hauts gestionnaires, en période difficile, ont le goût d'aller parler aux employés. Je dirais que ce qu'ils vivent, eux autres aussi, parce que c'est pas facile pour eux non plus d'être obligés de dire à des employés qu'on est obligé de départir d'eux. Alors, spontanément, ils ont envie d'aller rencontrer les gens sur le plancher qu'on appelle. Et c'est quelque chose qu'ils font de façon assez naturelle. Ils sont très présents. Le président va faire des déjeuners avec des employés, des choses comme ça. Ils veulent savoir en fait ce que les gens pensent. Y a-t-il des idées aussi de d'autres choses qu'on pourrait faire pour être capable de limiter l'impact sur les employés, des choses comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui... puis on les prépare pas de façon officielle. C'est sûr que quand il y a des rencontres officielles, on va travailler un peu avec eux autres sur les messages clés, mais ils sont excellents, nos gestionnaires, au niveau des présentations. Alors, de façon naturelle, ils y vont. Puis, je rajouterais juste que
notre équipe de haute direction a vraiment un haut souci de transparence également. Puis comme conseiller, je dirais que ça dépend parce que chacun de nos groupes sont très différents. Donc, l'approche que le vice-président va avoir dépend aussi du groupe. Donc, on n'approchera pas, ça dépend aussi comment les employés réagissent sur le plancher. Donc, je dirais service client, c'est très différent que les groupes exploitation. Donc, à ce moment-là, l'approche du vice-président va être différente. Puis nous, les conseillers, on est en ligne avec ça, avec la haute direction. Là. Si, on a une question ici. Vous êtes maintenant considéré comme un partenaire stratégique, mais quelles ont été les principales embûches, les principaux défis pour arriver à ce statut-là? Et entre autres, la relation avec les ressources humaines dans ce processus-là, c'est fait comment? Je dirais pas que c'est une embûche. En fait, c'est une bonne question. Ça s'est fait de façon assez naturelle parce que, puis hier, je pense que le vice-président l'a bien mentionné, je pense qu'à partir du moment où tu as autour de la table des gens qui amènent la valeur, c'est naturel pour les gens d'aller rechercher cette personne-là pour qu'elle vienne nous aider. Mais c'est un processus à long terme. Oui, c'est sûr que c'est un processus à long terme, ça c'est clair. Et oui, exactement. Puis ça a été ça a été par petits pas. C'est pour ça que ça a pris 5 ans en fait, parce que là on a commencé avec un conseiller qui est venu amener de la valeur, ensuite de ça un autre. Puis, écoutez, ça a été quelque chose qu'on a bâti. Pour l'aspect ressources humaines, travailler avec les gens de ressources humaines, ça s'est fait aussi de façon très naturelle. Je pense que les communications aux employés et les ressources humaines, c'est quelque chose qui, même si c'est différent, je veux dire, on s'occupe tous des mêmes gens, on s'occupe de nos employés. Et au bout, c'est vraiment la valeur qui nous guide tout le monde. Donc, ça s'est fait de façon assez naturelle. C'est une relation qui s'est développée aussi avec le temps. Le taux de roulement n'est pas élevé chez nous, donc on a le temps de bâtir des relations plus solides aussi avec les gens, avec les partenaires de ressources humaines. Puis la partie gestion de changement, ça c'est quelque chose aussi que c'était pas une expertise qui avait, tu sais, je pense que de façon naturelle tout le monde l'avait chez Pratt parce que l'entreprise dans l'aérospatiale, il y a beaucoup de changements, donc c'est des choses que les gens portent en eux. Puis le fait que nous on travaille avec les ressources humaines pour justement rendre ça un peu plus standardisé, je dirais. Ça a vraiment créé une relation étroite avec les gens de ressources humaines parce que et un et l'autre, on voit l'avantage de travailler avec un et avec l'autre. Denis, est-ce qu'on a des questions sur Internet? Ou on va commencer, on va prendre une question dans la salle. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé que certains sites, il y avait beaucoup moins d'employés et vous parlez beaucoup d'aller sur le plancher. J'imagine que dans certaines situations, il doit y avoir des directeurs qui ont des employés à distance. Donc, est-ce que vous avez des outils particuliers ou comment vous faites pas vos sauts de mouton, mais vos sauts de niveau, vos rencontres sauts de niveau? Est-ce qu'il y a un contexte équipe virtuelle chez vous? En fait, tu veux commencer ou? Je dirais aussi, il y a un point qu'on n'a peut-être pas mentionné, mais souvent, c'est géré par site aussi. Donc, il y a ce qui est considéré comme une haute direction à chacun des sites. Et puis, aussi les gestionnaires, ce qu'on voit, là, en tout cas moi dans mon groupe, les gestionnaires voyagent énormément et souvent, ils vont profiter d'un voyage d'affaires pour prévoir à l'avance une rencontre saut de niveau. Donc, c'est sûr qu'au point de vue timing, quand on fait une annonce, ils sont pas toujours présents, malheureusement. Mais chose certaine, quand ils se déplacent, ils essaient d'insérer ça dans leur agenda systématiquement, du moins pour mon groupe. Puis je dirais que pour les groupes services clients, il y a des directeurs généraux partout. Alors, c'est eux autres qui sont un peu l'image de la haute direction, donc on a une relation privilégiée avec eux. Et c'est clair pour les gens du siège social qui ont des équipes ailleurs, au moins 2 fois par année, ils vont voir leurs équipes. Donc, puis c'est souvent là qu'ils font état de la situation. Mais on n'a pas d'outil, juste pour répondre à votre question, on n'a pas d'un outil spécifique haute technologie. Ça va être le téléphone, ça va être les courriels. Mais le téléphone, c'est quelque chose, surtout dans des périodes où on a beaucoup d'informations à transmettre. Je dirais que c'est les appels conférences et les appels conférences qui vont être le plus utilisés. Des questions par Internet, Denis? Enfin, parce que j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que le programme de communication au niveau des ressources humaines a donné comme effet chez les employés et comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce que le programme, pardon?
des programmes de communication au niveau des ressources humaines a donné comme effet chez les employés et comment cela s'est-il manifesté? Je ne sais pas si on parle d'un programme en particulier, parce qu'il y en a plusieurs. C'est pas précisé dans la question. Okay. En fait, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que, bon, au niveau des ressources humaines, il y a énormément de programmes. Les programmes sont là vraiment ça confirme la culture et les valeurs de l'entreprise. Donc, ce que ça fait souvent, les programmes de ressources humaines sur lesquels on va faire des promotions, c'est surtout pour, je dirais que ça permet de mobiliser, ça permet aussi de démystifier, en fait, les valeurs que les employés ont pour l'entreprise. Mais j'avoue que si la personne peut donner un petit peu plus d'informations sur ce qu'elle cherche dans la réponse, ça nous aiderait un peu. On peut donc avec une autre question. Quel est l'impact de la télévision corporative? Est-ce que c'est une TV avec ou sans son, ordinateur, des utilisateurs qui sont équipés? Est-ce que les gestionnaires l'utilisent pour générer du dialogue avec leurs équipes? Et toujours au sujet de la télévision corporative, quel est le budget qui est consacré à cet outil-là? Budget, je vais peut-être laisser Annick répondre. Les gestionnaires, non, ne l'utilisent pas. C'est un réseau de télévision qui est sans son. Pour des raisons de sécurité, là, dans l'usine, on veut pas qu'il y ait des arrêts de production ou des distractions quelconques pendant qu'un employé est en train d'assembler un moteur d'avion. Donc, il n'y a pas de son. Puis je vous disais, c'est très de base, puis ça fait quelques années qu'on n'investit pas nécessairement dans le réseau. Donc, les télés deviennent de plus en plus désuètes. Donc, c'est tout simplement un peu comme une présentation PowerPoint qui défile avec des photos et du texte, tout simplement. Je pense qu'on n'a même pas la capacité de mettre des vidéos, même sans son, sur notre réseau de télévision. En fait, ce qui est regardé pour cette année, quoique là, on est en réflexion compte tenu que vous avez vu dans notre sondage qu'on vient de faire sur nos outils de communication interne, on s'est rendu compte que c'était pas un des 6 outils les plus utilisés. Mais ce qu'on regardait cette année, c'est peut-être juste d'acheter le logiciel pour, là, je vais dire un terme anglais parce que le terme français ne vient pas pour upgrader les systèmes actuels. On n'a pas un budget annuel là-dessus. En fait, nous, le budget est surtout pour le soutien. Donc, s'il y a une télévision qui brise, ben on va changer l'écran. C'est des choses comme ça, mais on n'a pas un budget annuel pour faire évoluer ce système-là parce que c'était pas dans nos priorités, en fait. Quels sont les outils qui sont utilisés pour mesurer l'impact des différentes solutions? Faites-vous affaire avec une firme extérieure ou faites à l'interne? Combien de temps cela prend-il par mois, vu que votre équipe est quand même assez restreinte? En fait, on vient de le terminer pour l'évaluation. Ce qu'on fait, c'est que c'est un sondage en ligne qu'on envoie à tous nos employés. Donc, ça s'est fait tout à l'interne cette année. Et on a des questions de base qui est posée. Ça prend environ 15 minutes à nos employés à remplir le tout. Et ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on voulait s'assurer qu'il y a des employés de plancher qui puissent le faire. Donc, on a vraiment poussé aux gestionnaires de demander à leurs employés d'aller en ligne remplir le questionnaire. Aussi, contrairement à 2 ans, on a fait énormément de promotions auprès de nos sites internationaux parce que 2 ans, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup répondu. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on a fait, mais je vous dirais que maintenant, avec les outils qui existent pour faire des sondages, là, ça se fait pas tout seul parce que c'est sûr que l'analyse après, c'est nous autres qui a fait, mais c'est une fois que le tout est monté en anglais puis en français, ça s'est fait à l'intérieur de 3 semaines. On a demandé puis on a fait la promotion avec nos outils, le courriel, on a mis ça aussi sur notre intranet, notre page d'accueil d'intranet, on a fait la promotion de ça. Puis, sur les 10 000 employés, on a eu 2100 quelques employés qui ont répondu, ce qui était excellent pour nous. On ne s'attendait pas à un aussi haut taux de réponse. Et là, on est dans le processus d'analyse. Puis, écoutez, c'est sûr que, bon, le sondage, ça nous a pris peut-être 2 semaines avant, 3 semaines de sondage. Puis là, maintenant, on est dans l'analyse. Ça va peut-être nous prendre au total 2-3 mois, mais les résultats sont vraiment importants pour nous. Donc, on est prêt à attendre pour avoir les résultats. Alors, on avait une question. Merci pour votre présentation. Je pense que la réponse précédente a peut-être répondu à quelques-unes de mes interrogations, mais moi, je retiens surtout les défis par rapport à la dimension géographique du public auquel vous vous adressez, et c'est aussi une de mes problématiques. Je me dis, outre l'élément différence culturelle, quels sont les défis que représente la dispersion géographique de vos une des choses qui me vient en tête, on l'a couvert un peu, c'est la langue.
par exemple, je pense qu'on les a pas listés. Là, on a le français, l'anglais, le russe, le portugais, le chinois, le polonais. Et puis, souvent, même si on s'occupe de faire la traduction à l'interne avec notre fournisseur, même quand ça arrive dans nos sites internationaux, il y a encore besoin d'adaptation, même si ça a été traduit par une firme professionnelle. Donc, ça, c'est un élément auquel je pense. Les fuseaux horaires aussi. Par exemple, on est en train d'organiser un forum de la direction en ce moment, puis on aimerait beaucoup inviter les gestionnaires des sites par téléphone, par téléconférence, et puis juste trouver une heure qui convient à tous ces gens-là. C'est sûr qu'il faut faire des regroupements. Là, on n'a pas le choix. L'Asie, la Pologne, l'Australie, c'est pas quelque chose qu'on peut faire instantanément. Puis chez nous aussi, on doit s'adapter à ça. Les gens sont habitués de faire du 8 à 5 ou du 8 à 6. Là. Sont pas habitués de rentrer la nuit pour participer à une rencontre. Puis ça aussi, c'est la réalité de nos expatriés, par exemple. Nos expatriés qui souvent doivent se lever aux petites heures du matin pour participer à un appel conférence, par exemple. Ça, c'est des choses qui me viennent en tête, Annick. Je sais pas si... Non, je pense que ça donne bien l'idée. L'autre chose que je vois aussi, c'est le fait que il y a beaucoup de voyagements. Donc, parfois, quand on demande à des gestionnaires de transmettre une information à leurs employés, ça ne veut pas dire que le gestionnaire va être capable de le faire dans les 24 heures que nous autres, on espère qu'il le fasse, compte tenu que lui est en déplacement, il n'est pas capable de rejoindre ses équipes, des choses comme ça. Alors ça, je dirais que c'est un autre défi qu'on rencontre, toute la partie timely, là, le fait de le faire dans un temps donné, ça, c'est un des défis qu'on rencontre aussi, oui, par les fuseaux horaires, mais aussi parce que les gens voyagent beaucoup. Merci pour votre présentation, j'ai beaucoup appris. J'ai une question concernant les employés qui n'ont pas un ordinateur devant eux constamment. C'est probablement la moitié de votre population, quelque chose comme ça. Les grosses nouvelles, les grosses annonces, les coupures, les investissements, le bouche-oreille fait des miracles, évidemment, mais les petites nouvelles qu'il faut faire à tous les jours, comment vous faites? C'est quoi votre réflexe pour aller rejoindre tous les gens qui sont sur le plancher sans ordinateur? Mm-hmm. Ben, je peux répondre pour une partie. Une des choses que nos superviseurs font, chaque matin à 7 heures, quand le chiffre de jour commence, ils rencontrent tous leurs employés. Donc souvent, ça peut prendre 5-10 minutes, dépendamment du nombre de sujets qu'il y a à l'agenda. Mais c'est une façon où ils peuvent communiquer des informations rapides le matin aux employés qui n'ont pas accès aux outils de communication électronique. Maintenant, notre défi à nous, c'est de rejoindre ces superviseurs-là qui ont 100 000 priorités pour faire passer nos messages. C'est plus ça le problème parce que les employés sont rencontrés quotidiennement, je dirais, qui n'ont pas accès, les employés qui n'ont pas accès aux outils électroniques. Là. Je dirais que ce qu'on essaie beaucoup de garder en tête quand on communique, c'est on est conscient que ça ne pourra pas se faire dans les 24-48 heures. On essaie de donner des communications qui vont pouvoir durer 2 semaines, puis qu'à l'intérieur de 2 semaines, la majorité des employés vont être au courant. C'est un peu ce qu'on vise. Puis c'est pour ça qu'on a différents outils. C'est qu'on a le courriel qui est, bon, quand les gens le lisent, le voient. Ensuite de ça, on a sur les nouvelles du matin, on a notre fameuse présentation, le PowerPoint, sur lequel on reprend toutes les nouvelles pour faire en sorte que les superviseurs qui ne l'auraient pas vu passer, bien, ils pourraient la reprendre là. Alors, on répète, puis ça, c'est quelque chose des fois que nos employés nous disent, mais on répète beaucoup les nouvelles un peu partout pour faire en sorte de s'assurer que la majorité des employés ont eu la nouvelle. Je dirais que ça aussi, c'est un des efforts qu'on fait. Question en provenance d'Internet. Quelle stratégie de communication avez-vous utilisée dans le passé pour informer les employés d'une réduction de personnel, et ce, tout en maintenant une performance optimale pour les employés toujours en poste? En fait, c'est la stratégie qu'on a prise, on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure dans la présentation. Il y a 2 choses, je pense, qu'il faut garder en tête. Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en fait, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie et se mettre dans la peau des employés qui vont recevoir la nouvelle. Et en fait, on fait partie de ces employés-là, par le fait même. Donc, il y a ça et aussi toute la partie transparence. Alors, c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est une stratégie, mais c'est 2 choses qu'on garde beaucoup en tête et selon la réalité qui est vécue à tous les jours,
on essaie d'adapter les actions de communication en ayant ces deux éléments-là en tête. Donc, avoir un ton qui est empathique, être sensible à ce qui se dit, à ce qui se passe, et aussi avoir toute la notion de transparence, sachant que on peut pas toujours tout dire à nos employés parce que des fois, ça peut faire plus de mal que de bien, mais trouver la bonne dose entre les deux. Et pour ce qui est de la stratégie, je dirais que je pense que la partie, en tout cas, que moi je présentais, l'exemple numéro 2, je pense qu'on a une bonne idée là, des actions qui peuvent être prises pour aider à communiquer ça. À quel moment doit-on favoriser la communication orale à la communication écrite chez vous? Toujours, idéalement, mais dans la pratique, c'est pas quelque chose qui est nécessairement faisable. Je pense que c'est un message qu'on passe souvent à la haute direction puis aux gestionnaires. Parler à vos gens, parce que non seulement de parler aux gens, c'est pas juste informer, mais c'est aussi d'avoir le côté à deux sens, d'avoir le feedback, d'avoir la rétroaction, le pouls des communications écrites. C'est sûr, c'est toujours plus facile, hein? C'est juste à un sens. Puis si on s'assure pas de faire un sondage par rapport à ça, on sait pas, si on le mesure pas, on sait pas quelle est la portée puis comment c'est l'information à digérer, tandis que quand on le fait face à face, on a directement le feedback de nos gens. La partie écrite, je dirais, là, plus spécifiquement, tout ce qui est processus ou des changements de façon de faire, en plus de le dire oralement, on invite naturellement nos gestionnaires à le dire oralement, mais on a tendance chez Pratt à avoir beaucoup d'outils standards et ça, c'est une des choses qu'on va mettre de façon écrite. Alors, pour justement les employés qui ne vivent pas le changement tout de suite, mais soient capables de s'y référer dans le futur. Alors, je ne sais pas si on a encore des questions dans la salle, ou sinon on peut peut-être terminer par une ou deux questions par Internet. Oui, je vais y aller. Quel est le rôle des gestionnaires dans la conception des outils de communication? Ben, en fait, dans nos sondages, on prend toujours leur rétroaction. Ça, c'est quelque chose qu'on applique directement non seulement dans nos outils, mais surtout dans les messages qu'on va véhiculer. Puis justement, on est dans la préparation du prochain forum de la direction. Et ce qu'on a fait, on leur a proposé un storyboard là, qu'on appelle. Donc, on a proposé le contenu de la présentation, les grandes lignes, puis on leur a demandé quels étaient leurs commentaires par rapport à ça, quelles étaient leurs questions par rapport au sujet qui allait être abordé au forum de la direction. Puis on a eu, je pense qu'on a 20 pages de questions et de commentaires. Donc nous, c'est sûr on consolide cette information-là, on ressort les grands thèmes, puis c'est des questions qui vont être adressées dans le cadre du prochain forum de la direction. Donc c'est un peu la façon qu'on les fait participer. Il y en a quand même 800. Donc, on essaie de les impliquer de cette façon-là. C'est sûr qu'on ne peut pas aller cogner à leur porte pour demander à chacun d'entre eux ce qu'ils aimeraient voir dans le prochain forum, mais on essaie par nos moyens électroniques. Une dernière en provenance d'Internet. Pour celles et ceux qui sont en ligne et qui n'ont pas vu leurs questions être posées, je vous invite à me les transmettre par courriel et je ferai le nécessaire pour faire le suivi avec les conférencières. En intervalle, est-ce que les communications au haut niveau permettent une hausse significative de la motivation et du bonheur au travail des employés de niveau inférieur, voire même une hausse de productivité notable? C'est difficile pour nous d'évaluer la hausse de productivité, mais je dirais qu'après chacune des rencontres haut niveau, on a un sondage, pouvez-vous croire? Naturellement, on a donné un sondage standard à tous les hauts gestionnaires et dès qu'ils ont fini leur rencontre sur haut niveau, on leur demande de passer le tout à leurs employés et l'adjointe va compiler les résultats et ça nous est retourné. Et les résultats en fait, on vise toujours, nous, 6 sur 7 au minimum. C'est toujours presque 7 sur 7. Les gens apprécient énormément les rencontres sur haut niveau avec la haute direction. On entend souvent les employés nous dire il devrait y en avoir plus. On a vraiment le pouls de l'entreprise à ce moment-là. Et les gestionnaires qui le font encore là en toute transparence, en toute empathie, beaucoup d'écoute. Donc, ça crée Pellini l'expliquait, une des choses que les employés de plancher aiment, c'est avoir accès à la haute direction. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié des employés. Puis, les sondages nous le démontrent bien. Puis moi, j'ai une anecdote, Annick, là-dessus. Ça fait quelques années, on a organisé un déjeuner du président. Puis quand c'était pour le président, moi, j'assistais aussi à ces rencontres-là pour prendre les notes et prendre les questions pour qu'ensuite le président, que je m'assure qu'il revienne à l'employé.
un matin, j'attendais pour mon déjeuner à la cafétéria. Et puis, il y a un employé qui est venu me voir, un employé de 30 ou 35 ans de service, ce qui est très commun chez nous. Donc, c'est pour ça que je m'en rappelle pas exactement. Il était venu me voir, puis il avait assisté la semaine précédente au déjeuner du président, qui se trouve à être en quelque part un saut de niveau. Et puis, il m'a dit, j'ai tellement aimé la rencontre avec le président, puis les points qu'on a discutés. Pour la première fois dans les 30 ou 35 ans que je suis ici, j'ai compris pourquoi on fait les décisions qu'on fait, pourquoi on prend des mesures parfois qui sont pas le fun à entendre, mais on comprend la réalité d'affaires derrière ça. Donc, il y avait la haute direction a vraiment une force pour bien vulgariser les affaires, faire comprendre qu'on ne prend pas des décisions juste comme ça sur le coin d'une table parce que ça fait partie d'une stratégie d'affaires. Il y a des raisons derrière ça. Et puis, l'employé m'avait dit, puis c'est un employé vraiment de production, là, puis qui partageait la nouvelle avec ses collègues, qu'est-ce qui leur avait été expliqué. Puis ça, c'est un message qu'on fait aussi passer par nos présidents, nos vice-présidents. Quand ils ont des sauts de niveau, on leur dit, dites aux employés qui partagent l'information qu'ils entendent aujourd'hui parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne éducation du contexte d'affaires, parce que souvent, on est très loin de ça quand on travaille sur l'assemblage de notre moteur ou à rédiger un article dans notre bureau, on voit pas le côté global de tout ça. Donc, moi, ça m'a marqué ce commentaire-là. Je trouvais que ça illustrait bien la portée que les déjeuners ou les rencontres sur haut niveau ont sur les gens. Merci beaucoup de votre générosité. Merci.